Le plan de Boris Johnson pour contrer l'accord de Brexit a passé une première étape devant le Parlement britannique. Malgré le désaccord d'une partie des conservateurs, le Internal Market Bill a été adopté à une forte majorité. Maintenant que nous avons quitté l'Union européenne et que la période de transition est sur le point de s'écouler, nous avons une fois de plus besoin de l'armature de notre loi pour préserver les arrangements dont dépendent tant d'emplois et de moyens de subsistance. Le 22 février dernier, nous recevions Charles-Henri Gallois pour parler du Brexit, un mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Malheureusement, suite aux nombreux imprévus survenus les mois suivants, la vidéo n'a pas pu être diffusée. Aujourd'hui, plus de 6 mois sont passés et de l'eau a coulé sous les ponts. Charles-Henri Gallois a quitté l'UPR et pour le reste, le Covid a chamboulé bien des prévisions. Cependant, au regard des événements récents, il nous semble que les propos tenus lors de cette émission restent d'une remarquable actualité. C'est pourquoi nous tenons à vous les partager. Bon visionnage. Tous les négociateurs européens avaient dit de l'accord de Theresa May à la virgule près, on n'y touchera pas, c'est intangible. Et à partir du moment où Boris Johnson est arrivé, qu'ils avaient vraiment préparé une sortie sans accord, tous les contreparties au niveau de l'Union européenne ont pris peur et ont accepté de renégocier l'accord. Et d'ailleurs, je vous prends le pari que c'est exactement ce qui va se passer là pendant la période de transition. Ils vont faire la même chose, ils vont dire regardez, on est prêt à une sortie sans accord, ils vont avancer comme ça et les partenaires de l'Union européenne vont céder au dernier moment par la peur d'une sortie sans accord. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bistro Populi. Ça y est, c'est fait depuis le 1er février et pour la première fois, un pays entier, et le Royaume-Uni en l'occurrence, s'est retiré de l'Union européenne. Pour la première fois, la construction européenne marque un recul. Alors, ce ne fut pas chose aisée, il aura fallu presque 4 ans après le vote des Britanniques le 23 juin 2016 et sa participation record quand même. 3 reports de la date fatidique, 2 élections législatives, 2 premiers ministres, 3 secrétaires d'État à la sortie de l'Union européenne et un nombre incalculable de refus des différents accords par le Parlement britannique. Donc, quiconque souhaiterait suivre la voie du Royaume-Uni serait bien inspiré de tirer des leçons de ce qui s'est passé outre-Manche. Les embûches et obstacles rencontrés par le Royaume-Uni nous attendent-elles également au détour du chemin ? Et si c'était le cas, que nous apprennent nos amis anglo-saxons pour les surmonter ? Et à contrario, qu'est-ce que le Brexit ne nous dit pas sur un futur Frexit ? Quels sont les angles morts ? Pour discuter de tout cela, nous avons aujourd'hui la grande chance d'accueillir Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es déjà le trésorier de l'UPR et le responsable national des questions économiques. Exactement. Voilà, donc ça tombe bien pour parler d'économie et de Brexit. Tu as également écrit un livre, Les illusions économiques de l'Union européenne, voilà, qui est sorti en septembre dernier, c'est ça ? Il est sorti en octobre, le 17 octobre. Voilà. Du coup, qui traite d'un certain nombre de questions dont on va parler aujourd'hui. Et en plus de ça, il y aura une dédicace que tu feras juste après, voilà, parce qu'on n'est pas en direct, on ne vous le cache pas ici, sachez-le. À mes côtés aussi, bonjour Nicolas. Donc toi, tu n'es pas un adhérent de l'UPR, tu es un sympathisant. Absolument. Voilà. Et toi, tu travailles dans l'assurance, c'est ça ? Je suis courtier en assurance. Très bien. Donc, pareil, pour parler de Brexit et pour parler... Oui, courtier en assurance et passionné d'économie. Très bien. Je vous propose de partir tout de suite. Le temps est compté et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le Brexit, on l'a dit, ça a eu lieu au début du mois. Comment se porte aujourd'hui l'économie britannique, tout simplement ? Alors l'économie britannique, contrairement à toutes les prophéties d'apocalypse qui a été émises, rappelez-vous les avertissements, ça allait de Christine Lagarde du FMI jusqu'au gouverneur de la Banque centrale du Royaume-Uni, jusqu'à Barack Obama, qui expliquait en fait que si jamais les Britanniques votaient non, avaient le malheur de voter non, ce serait non pas au moment de la sortie, mais dès le lendemain du vote, l'apocalypse. Ils avaient prédit un effondrement des marchés boursiers, effondrement de l'immobilier, une inflation galopante, une dépréciation massive de la livre et bien entendu une récession quasiment automatique, c'est ce qu'avait dit Christine Lagarde. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé,
c'est exactement l'inverse. Déjà, le marché immobilier a continué d'augmenter, de même que les marchés boursiers. L'inflation a été relativement contenue et la livre, au final, maintenant, on est retourné à 0,84. On est quasiment, la livre est retournée au montant, à la parité de juste au moment du référendum. Donc toutes ces prophéties sont révélées complètement fausses. La parité, excuse-moi, entre la livre sterling et l'euro. Exactement. On est retourné à 1 euro égale 0,84 livres, grosso modo. Okay. Et la grande claque, la plus grande claque quelque part, ça a été pour la récession, puisqu'il n'y a jamais eu de récession. En 2016, ça a été même le pays du G7, le Royaume-Uni, qui avait le plus fort taux de croissance. Et la croissance a été relativement bonne. En tout cas, il n'y a pas eu de récession. Et c'est même pire, puisque pour 2020 et 2021, le même FMI, qui était anciennement dirigé par Christine Lagarde, a annoncé que le Royaume-Uni aurait un taux de croissance supérieur à la zone euro. Oui. Énorme claque, mais la plus grosse claque, c'est évidemment en ce qui concerne l'emploi, parce qu'ils avaient annoncé une destruction de 800 000 emplois et un chômage de masse. Quand on regarde l'emploi, en fait, mois après mois, c'est au contraire une situation qui s'améliore au Royaume-Uni. Le taux d'emploi, qui est d'ailleurs même plus intéressant que le taux de chômage, parce qu'on peut plus difficilement le manipuler, il est maintenant à 76,5%, c'est-à-dire 2,3 points de plus qu'au moment du référendum. Il y a eu 1,2 million d'emplois créés. Et là où c'est intéressant, c'est de voir aussi la qualité de l'emploi créé. Oui, parce que tous les gens qui sont de mauvaise foi disent oui, c'est des contrats 0 heure, c'est des contrats précaires, c'est du partiel. 1,2 million d'emplois créés, ça a été que des CDI, des temps pleins. Donc c'est-à-dire que c'est une création d'emplois de temps plein. On aimerait bien avoir 1,2 million d'emplois en plus en France. Et si on regarde le taux d'emploi, j'ai dit 76,5%, il faut savoir qu'en France, on est autour de 65%. Quand même plus intéressant que le chômage. Et si on regarde le chômage, là aussi, ils avaient annoncé une explosion du chômage. On est passé de 5% au moment du référendum à maintenant 3,8%. Ça fait depuis l'hiver 74 qu'il n'y avait pas eu un taux de chômage aussi bas. Et pour ce qui est du taux d'emploi, c'est un record historique pour le Royaume-Uni. Il n'y a jamais eu un taux d'emploi aussi haut. Donc tous les indicateurs, de ce point de vue-là, sont en hausse. Et il y avait plein d'autres prophéties d'Apocalypse qui sont révélées complètement fausses. Vous aviez aussi, rappelez-vous, les départs massifs de la City. On avait prévu minimum 30 000 postes qui devaient aller en France selon Emmanuel Macron ou à Francfort en Allemagne. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y en a quelques centaines qui sont partis. Et au contraire, il y a 1000 bureaux qui vont ouvrir au Royaume-Uni. Ça a été annoncé de banques, d'agents d'assurance et autres ça a été annoncé au début de cette année, qui vont ouvrir au Royaume-Uni. Donc c'est tout l'inverse de ce qui a été dit. Facebook va ouvrir un bureau de 1000 personnes aussi à Londres et va développer ses activités. Et c'est la même chose pour tout un tas de domaines. Finalement, au niveau de l'investissement ne s'est pas du tout effondré. Il y a un investissement qui est massif. Le magazine Forbes a annoncé Macron qui se veut être le héros de la Startup Nation. Le magazine Forbes a dit que le pays par excellence pour la deuxième année consécutive pour accueillir les startups, c'est le Royaume-Uni. Donc tous ces indicateurs sont extrêmement positifs et donc ça c'est quelque chose qu'on voit et qu'on peut constater dès maintenant. Et il y a d'autres indicateurs qui sont très bons, qui sont plus le fruit de décisions politiques, qui vont dire, moi j'ai fait une tribune récemment pour le mensuel Rupture qui disait que 2020 va être l'année où on va passer de, malgré le Brexit, qui a été finalement toutes les bonnes nouvelles étaient annoncées dans les médias français et même parfois outre-Manche, en disant malgré le Brexit, l'emploi est très bon au Royaume-Uni, l'activité économique. On va passer à grâce au Brexit parce qu'il y a des annonces qui sont très importantes qui ont été faites par Boris Johnson. Il y a déjà l'augmentation du SMIC quand même, plus 6,2% au 1er avril. Le SMIC britannique va passer devant le SMIC français. C'est quand même pas rien. Et 6,2%, ça ne parle pas forcément aux Français, mais il n'y a pas eu de telles augmentations en France depuis 1981. D'accord. Et ça, c'est une décision qu'a pris Boris Johnson après le Brexit et qui a permis le Brexit, du coup. Alors, oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on peut dire, on peut dire que toute la problématique des GOPÉ, on reviendra peut-être certainement dessus pour la partie des retraites. C'est-à-dire que les GOPÉ, il faut le savoir, les grandes orientations des politiques économiques, qui sont finalement la feuille de route qui est donnée à chaque gouvernement européen chaque année, ne sont pas les mêmes selon les pays. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Espagne peut augmenter son SMIC, parce que ce n'est pas indiqué dans leur GOPÉ. Ils ont déjà fait des purges austéritaires énormes et ils ne demandent pas de maintenir le SMIC. Mais pour la France, il faut savoir que depuis 2012, les GOPÉ, chaque année, demandent, alors c'est dans le jargon bruxellois, ils ne disent pas il ne faut pas augmenter le SMIC, ils disent que le salaire minimum doit augmenter en prenant en compte la compétitivité française. Mais quand on regarde après le programme national de réforme, le PNR, il est mis clairement et c'est explicité que le SMIC, que le SMIC, vous pouvez les consulter, que le SMIC a été gelé. Et quand on dit un gel du SMIC, pour préciser pour vos téléspectateurs, ça ne veut pas dire que le SMIC n'augmente pas du tout.
mais ça veut dire que le SMIC augmente au minimum légal. Un minimum légal, c'est un comité d'experts qui le définit à peu près au niveau de l'inflation. Mais comme on sait, et ça d'ailleurs Emmanuel Todd l'a montré dans son dernier ouvrage, que l'inflation est largement sous-estimée, ça veut dire que quand on gèle le SMIC, il y a une perte de pouvoir d'achat pour les smicards. Il y a une perte de pouvoir d'achat, pourquoi ? Parce que le niveau d'inflation par l'INSEE est fait de manière à ce que le panier moyen ne représente pas la réalité. L'immobilier, par exemple, là-dedans, ne représente que 6%, alors qu'en vrai, les prix de l'immobilier entre les années 90 et maintenant, ça fait du x3, x4. Que ce soit pour les locataires ou pour les acheteurs. Et c'est la même chose au niveau des biens, puisque dès qu'il y a un bien, par exemple si on prend les automobiles, on dit oui, les automobiles, le prix a augmenté, mais comme la qualité a aussi augmenté, c'est pas de la vraie inflation. Sauf que la réalité, c'est que les anciens modèles qui étaient moins chers, ils sont plus disponibles pour le marché. Donc vous avez mécaniquement une inflation, même si la qualité a augmenté, vous ne pouvez pas racheter cette voiture qui était moins chère. Et par tout ce type de biais-là, l'inflation est sous-estimée, et donc quand on gèle le SMIC, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on diminue le pouvoir d'achat des smicards. Okay. Et le SMIC est gelé en France depuis 2007, sous la jonction des GOPE, et il y a eu une seule année un coup de pouce du SMIC, c'était sous François Hollande, mais c'était l'équivalent de 10 € en plus par mois, c'est un paquet de clopes, c'est absolument ridicule. Mais c'est dans le cadre de l'euro et de l'Union européenne, il faut le savoir, et ça sera le cas dans les années qui viennent, la France ne peut pas augmenter son SMIC, le Royaume-Uni, pour le coup, est libre, GOPE ou pas GOPE qui indique ça. Ils ont décidé souverainement d'augmenter leur SMIC de 6,2%. D'accord. Je me tourne vers Nicolas. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le constat actuel de l'état de santé de l'économie britannique ? Non, je pense que Charles-Henri a tout bien résumé. Après, ce sont autant d'éléments de toute façon qui s'enchaînent les uns avec les autres, puisque lorsqu'on a la confiance des investisseurs, la souveraineté de sa monnaie, les résultats en termes d'emploi s'enchaînent mécaniquement de toute façon. Donc on constate que la Grande-Bretagne, j'ai constaté les mêmes indicateurs. Quand on regarde l'évolution de la parité entre la livre et le dollar, la livre remonte. On a la Banque centrale d'Angleterre qui peut aussi remonter, apparemment qui commence à remonter un peu ses taux directeurs. Donc c'est autant de signes, tant sur l'économie réelle que sur le financier, que la Grande-Bretagne se porte bien. D'accord. Donc tout ça, c'était quoi en fait ? C'était ce qu'on appelait le projet Kfir, C'était exactement le projet de la peur, ça a été faire peur, mais toutes ces prophéties d'Apocalypse se sont révélées complètement fausses, et ça sera justement une grande leçon pour la France, parce que si demain il y avait un référendum sur le Frexit, ou si demain un candidat du Frexit était amené à être au port du pouvoir, on peut être certain qu'en France il y aura ce même projet de la peur, et on pourra dire regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'était complètement faux. Juste deux autres bonnes nouvelles quand même qui sont passées au Royaume-Uni, qui ont été annoncées. En plus il y a le salon de l'agriculture, vous savez, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. On dit souvent que la PAC serait fondamentale pour les agriculteurs. Bon, soit dit en passant, dans le cadre du nouveau budget européen, ça va diminuer la PAC. Mais il faut savoir que la PAC, c'est de l'argent français, comme c'était de l'argent britannique, puisque le Royaume-Uni, comme la France, sont contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Et donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne plus d'argent à l'Union européenne qu'on reçoit, et les fonds qu'on reçoit, comme la PAC, les fonds régions, c'est de l'argent français. Et le Royaume-Uni a d'ores et déjà annoncé, mais c'était évident que ça allait être le cas, malgré qu'on veuille faire peur aux agriculteurs français, que les fonds qui étaient versés par la PAC aux agriculteurs britanniques seront toujours versés, sauf qu'ils seront versés directement, ce qui veut dire qu'ils auront des fonds de manière beaucoup plus rapide et directe, et surtout selon des critères différents. Alors qu'à l'heure actuelle, le seul critère de la PAC, c'est la surproduction, c'est la productivité à outrance, et là ils pourront mettre d'autres critères d'attribution, c'est que la taille des exploitations qui détermine le montant de subvention. Là ils vont pouvoir donner d'autres critères, ils vont pouvoir donner directement et de façon plus rapide leurs subventions aux agriculteurs. Donc tout ceci, ce sont des très très bonnes nouvelles qui ont lieu pour le Royaume-Uni. Et une autre bonne nouvelle, c'est au niveau de la santé, et on peut en parler puisqu'en France, vous savez qu'il y a une crise de l'hôpital, une crise de la santé parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Le Royaume-Uni, là aussi, complètement défait des contraintes européennes, a annoncé qu'ils allaient augmenter le budget à la NHS, le National Health Service, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Ils vont augmenter ce budget de 33 milliards de livres sterling par an d'ici 2023-2024, 34 milliards de livres sterling, ça correspond à 40 milliards d'euros. Ouais, ça a été un sujet dans les dernières élections législatives aussi pour le Parti conservateur. Exactement, mais de toute façon, le Parti conservateur... Finalement, dame le pion des travaillistes qui aurait pu... et surtout, ils ont récupéré finalement un électorat travailliste qui était pour le Brexit, parce que le grand slogan de Boris Johnson n'avait pas 50 000 pour ces élections législatives, c'était « Get Brexit done ». Faisons le Brexit. Et donc, ça veut dire que les gens ont voté déjà aux élections européennes, ils avaient voté pour le Brexit Party de Nigel Farage pour montrer leur soutien au Brexit, et pour les élections législatives, ils ont revoté
pour montrer leur soutien au Brexit. Donc ça montre là aussi que contrairement à ce que disaient tous les grands médias français, ils ne regrettaient pas leur vote et ils ont continué à appuyer contre vent et marée malgré la propagande qui pouvait avoir lieu. On leur disait qu'on ne pourrait pas sortir, regardez c'est compliqué. Non, ils ont continué à appuyer ce Brexit, donc c'est formidable et le peuple britannique a donné une formidable leçon de démocratie. J'étais moi-même le 31 janvier pour la sortie du Royaume-Uni, présent à Londres avec mes amis du Brexit Party et de Leave Means Leave, et c'était extraordinaire. On avait une atmosphère vraiment de libération nationale. On peut imaginer que c'était la même atmosphère qu'il y avait à la libération en France. C'était vraiment un peuple qui retrouvait confiance en lui, qui vraiment aspirait à la liberté. Et contrairement à ce qui est dit là aussi, ce n'était pas par rejet, par xénophobie, ils étaient ravis, parce que j'étais pas seul, il y avait aussi la délégation UPR du Royaume-Uni qui était là, ils étaient ravis qu'il y ait des Français, des Européens qui soient là pour les soutenir. Et c'est ce qu'a dit Nigel Farage d'ailleurs dans son dernier discours au Parlement européen qui était extraordinaire, où il a dit de toute façon nous détestons l'Union européenne, mais nous adorons l'Europe, mais nous détestons l'Union européenne. Donc ça montre bien qu'ils ne veulent pas du tout se refermer. Le projet c'est Global Britain, c'est de rouvrir le Royaume-Uni sur le reste du monde. Et eux-mêmes veulent continuer à avoir des liens de coopération, d'amitié avec les pays européens, et en particulier la France. D'ailleurs, ils sont les premiers à nous souhaiter le Frexit et à nous appuyer, donc ça fait plutôt chaud au cœur. Et eux-mêmes étaient très touchés que des Français soient là pour les soutenir et pour célébrer avec eux le Brexit. D'accord. Alors, ce que j'entends là, du coup, c'est que plus le Brexit va bien se passer, plus un Frexit serait facile. Et un Frexit est d'ailleurs n'importe quelle sortie. Donc en gros, on voit que globalement, les européistes ont intérêt à ce que ça se passe mal. J'ai quelques exemples que j'ai vus. Déjà, dernièrement, Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il fallait saigner les Britanniques. Il y a beaucoup d'autres exemples. J'ai vu aussi récemment une chronique de Stéphane Robert sur France Culture qui disait « Brexit, il faut que ça se passe mal ». Sous-entendu, si ça se passe pas mal, ça va être compliqué de demander, de démontrer que l'Union européenne a les bénéfices qu'on lui prétend. Par contre, quelque chose que éventuellement les ennemis d'un Frexit pourraient nous rétorquer, c'est que le Royaume-Uni, lui, n'est pas sorti de l'euro, il n'avait pas l'euro, mais nous, on a l'euro. Alors si on sort l'euro qui nous protège, on le rappelle, c'est ce qui nous diront, ça va être la catastrophe, non ? Alors il y a deux choses, je voudrais revenir sur la première partie. C'est quand même assez extraordinaire que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, ose dire qu'il fasse saigner les Britanniques. C'était en off, il me semble qu'il dit. C'est toi qui le pense. C'est complètement dingue, mais ça montre un petit peu la mentalité de la caste européiste, et j'appelle ça des euro-fanatiques, puisque c'est vraiment la réaction. Effectivement, ils ont peur qu'un Brexit qui se passe bien amène un Frexit, un Italexit, etc. Et donc ça montre une mentalité quelque part de secte. D'ailleurs, quand vous avez vu le jour du départ au Royaume-Uni de l'Union européenne, quand vous avez tous les députés européens qui se tenaient la main en chantant ce n'est qu'un au revoir, on a l'impression d'être dans le grand temple de la secte étoilée. Et c'était vraiment ça, c'est une mentalité de secte, c'est-à-dire qu'il faut punir l'Ouai qui veut reprendre sa liberté parce qu'ils ont peur que l'Ouai qui reprend sa liberté, ça donne finalement un exemple aux autres et que les autres aspirent également à leur reprendre leur liberté. Donc plutôt que de faire des accords gagnant-gagnant, il faudrait punir le Royaume-Uni. Mais la réalité de ce qui va se passer, c'est que l'Union européenne a bien plus intérêt à obtenir un accord que le Royaume-Uni, puisqu'il y a à peu près 100 milliards de déficit commercial du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc l'Union européenne bénéficie des échanges avec le Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas, notamment l'Allemagne, qui a 40 milliards d'excédents. Donc là, ils montrent les muscles et l'Union européenne disent qu'ils ne vont pas renégocier. Moi, je suis persuadé que plus on va approcher de l'échéance, et comme ils ont peur d'une sortie sans accord, et c'est très intelligent de la part des Britanniques, il faut effectivement, pour avoir un bon accord, se préparer à une sortie sans accord. Et ça, c'est une vraie leçon pour le Frexit. Il faut être prêt à se préparer à une sortie sans accord. Et je suis sûr que les Européens l'Union européenne va taper à la porte à la fin pour obtenir un accord parce qu'ils redoutent ça. Oui. Alors toi, tu penses vraiment qu'à la fin, nécessité faisant, ils vont être raisonnables. Est-ce que pour la France, parce que si la France sort et que ça signerait peut-être même l'arrêt de l'Union européenne, est-ce qu'il n'y aurait pas un jusqu'au-boutisme presque suicidaire ? On a vu que, par exemple, Emmanuel Macron a été prêt à s'aborder l'économie de la France, qui est largement exportatrice au Royaume-Uni, juste pour embêter les Britanniques. Mais c'est que Emmanuel Macron, quelque part, il est un petit peu comme Guy Verhofstadt, c'est un des grands gourous de la secte européiste. Pourquoi je dis ça ? C'est que là, à l'heure actuelle, vous avez les négociations pour le budget pour 2021-2027, et on voit que personne n'est d'accord, parce qu'évidemment, le Royaume-Uni partant, vous avez un trou d'environ 75 milliards d'euros sur 7 ans à combler.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gardez le budget au même niveau qu'il était avant, malgré le départ du Royaume-Uni, tous les contributeurs nets, dont la France, vont devoir payer plus. Et vous avez des pays du style la Suède, le Danemark, l'Autriche, etc., qui ne veulent pas de ça. La Finlande, ils disent c'est maximum 1% du PIB. En gros, ils veulent diminuer le budget de l'Union européenne du montant qu'apportait le Royaume-Uni pour ne pas avoir à payer plus. Mais même si c'était le cas, comme vous enlevez un contributeur net, ça veut dire que les contributeurs nets restants, dont la France, vont payer plus. Et donc, si vous aviez un chef d'État qui défend les intérêts de la France et des Français, il aurait la même position. Mais en fait, quand vous regardez ces négociations, la France, c'est le seul et unique État, le seul pays qui défend un intérêt dans ces négociations, parce qu'évidemment, ils n'ont pas obtenu d'accord, comme personne n'est d'accord sur rien, qui défend une position, l'augmentation du budget, qui est contraire à ses intérêts, puisque ça veut dire que la France devrait payer plus. Il faut que les Français aient conscience du fait que si jamais on augmentait le budget de l'UE comme c'est proposé, la contribution nette de la France pourrait passer de 8-9 milliards à 15 milliards d'euros. Mais 15 milliards d'euros, c'est énorme. Les Français ne se rendent pas compte. Ça équivaut à la construction et l'entretien de 10 000 crèches par an. Ça équivaut à la construction de 375 hôpitaux par an. C'est aussi l'équivalent de la construction, vous savez, le porte-avions, le Charles de Gaulle. Ça fait des années qu'on dit qu'il en faudra un deuxième et qu'on n'a pas les moyens pour le faire. 15 milliards d'euros, ça équivaut à 5 porte-avions Charles de Gaulle par an. C'est un gros chiffre. Non, mais c'est absolument colossal. C'est 500 000 infirmières par an quand vous avez une crise des hôpitaux. Donc c'est un argent considérable qui ne va pas en France et que Macron est prêt encore à lâcher pour le dogme de l'Union européenne. Mais pourquoi pour la France, ça pourrait se passer encore mieux que le Royaume-Uni? Vous avez parlé de l'euro. Au contraire, c'est une grande chance. Parce que la France sortant de l'euro, ça veut dire que la France va avoir un choc positif de compétitivité qui sera colossal que n'avait pas le Royaume-Uni, qui permettra d'amortir encore plus la sortie. Et la France, là aussi, aura toutes les cartes en main pour avoir un bon accord, puisque comme le Royaume-Uni, la France est en déficit commercial, à peu près, selon les années, entre 60 et... C'est-à-dire que l'euro a fait diverger... Exactement. Le dernier excédent, c'est au début des années 2000. En gros, l'euro a complètement plombé la France sur le plan du commerce extérieur. Vous avez, sur les années entre 60 et 80 milliards de déficit commercial de la France, les 2 tiers étant avec la zone euro. Donc ça veut dire que la France sortant, vous allez avoir un gain de compétitivité considérable que n'avait pas le Royaume-Uni. Et aussi tous les autres pays, si jamais l'Union européenne subsistait sans la France, comme ils bénéficient du commerce avec la France, ils auront intérêt là aussi justement à être accommodants. Et j'ajoute qu'on a 2 avantages que n'ont pas le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni avait la problématique de la frontière de l'Irlande du Nord que n'a pas la France. Et le Royaume-Uni a la problématique de la City, puisque le seul élément vraiment que le Royaume-Uni peut perdre dans les échanges, c'est que la City n'est plus accès au marché européen. C'est le seul secteur où le Royaume-Uni a un excédent vis-à-vis de l'Europe, c'est pour les services financiers. Mais la France n'a même pas ça en fait, donc on n'a absolument rien à perdre. On pourrait être encore plus dur que le Royaume-Uni dans les négociations. Et pour ce faire, de toute façon, il faut faire comme a fait Boris Johnson et pas du tout comme Theresa May. Il faut effectivement se préparer à une sortie sans accord, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, dans le cadre de la négociation, pour obtenir justement un bon accord. D'accord. Alors là, c'est les effets internes, j'aurais tendance à dire, à l'Union européenne de l'euro. Toi, tu avais peut-être quelque chose à dire sur l'euro, sur sa place. Oui, parce que je pense que ce qui est au cœur du projet de la peur véhiculé par les européistes contre un Frexit, l'élément central de ce projet de la peur concernant la France, c'est la sortie de l'euro. C'est-à-dire que les partisans de l'Union européenne nous diront il y a d'autres éléments sur lesquels on peut envisager éventuellement des alternatives en s'inspirant des Anglais, mais que l'euro nous protégerait notre croissance et que surtout l'euro est important pour conserver une monnaie solide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut répondre à cette Tu dis une monnaie solide, c'est par rapport au dollar, une monnaie solide et un système financier résilient par rapport au reste du monde. Donc les partisans de l'Union européenne mettent en avant cet impératif de conserver l'euro. Donc l'euro protégerait notre croissance, l'euro protégerait la stabilité de notre système financier. Contre des éventuelles crises. Contre d'éventuels chocs. Alors il y a plusieurs choses à en dire, mais j'aurais souhaité savoir, Charles-Henri, ce que tu as à répondre à ces objections. Alors là, il y a 4 chapitres sur l'euro justement dans le livre. Oui. Et c'est vrai que si on parlait de l'euro en profondeur, il faudrait faire une émission spéciale sur l'euro. C'est vrai. Mais je vais essayer d'y répondre rapidement, ce qui n'est pas facile sur l'euro, mais il faut déjà regarder les promesses par rapport à la réalité. Donc si l'euro nous protégeait, si on partait de cette hypothèse-là, ça voudrait dire que la zone euro aurait une croissance supérieure au reste du monde et que la zone euro serait une zone relativement prospère avec peu de chômage. Quand on regarde les faits, la zone euro est la zone de croissance dans le monde quasiment avec le taux de croissance le plus faible. Et j'ai encore dit que pour 2020 et 2021, la croissance de la zone euro sera inférieure à celle du Royaume-Uni.
Et le taux de chômage de la zone euro est le plus fort taux de chômage au monde. Donc au bout d'un moment, il faut regarder la réalité des faits. Si l'euro nous protégeait, ce serait l'inverse qui est vrai. Et il y a un argument qui est encore plus fort, c'est que quand on regarde parmi les pays de l'Union européenne, entre ceux qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté l'euro depuis sa création, depuis 1999, les pays qui n'ont pas adopté l'euro, les 9 pays qui n'ont pas adopté l'euro, si on les agrège, a une croissance largement supérieure aux pays qui ont adopté l'euro. Et les pays qui n'ont pas adopté l'euro ont un taux de chômage de plus de 4 points inférieur aux pays de la zone euro. Donc en fait, c'est l'inverse qui est vrai. L'inverse, c'est la réalité des faits. Contrairement à toute la propagande qui est véhiculée, montre que les pays qui sont hors de la zone euro s'en sortent bien mieux. Et après, là, je pense dans le cadre de l'émission de SACE, on n'a pas trop le temps de le développer, donc je renvoie vers mon livre. Tous les arguments de la peur de la sortie de l'euro, je vais en citer 3, mais qui sont habituels, le fait que l'euro ferait exploser le prix de l'essence, que l'euro ferait exploser la dette, que l'euro minerait la croissance. Je réponds à tout ça dans mon livre. Tous les arguments, quand on va au fond des choses et qu'on analyse les faits et qu'on n'est pas juste dans la peur, parce que c'est un argument de la peur, quand vous demandez aux gens ou à des journalistes si on sort de l'euro, pourquoi ce serait la catastrophe, soit ils vous sortent ces 3 arguments qui sont complètement faux et je l'explique dans mon livre pourquoi, ou soit ils ne savent même pas répondre, c'est vraiment un pavlovien, c'est parce que ce sera la catastrophe, parce que ce sera la catastrophe, mais c'est pas un argument parce que ce serait la catastrophe. Il faut regarder les faits, il faut regarder les mécanismes, et quand on analyse les mécanismes, quand on analyse les faits, quand on analyse la réalité, c'est le contraire, c'est la zone euro qui a un boulet, et le plus tôt la France sera sortie de la zone euro, le mieux la France s'en sortira. Alors, pour moi, il y a 2 volets. Tu m'as répondu sur le volet économie réelle. Et je pense aussi que les tenants du projet de la peur européiste mettront aussi en avant la nécessité de conserver l'euro comme étant une monnaie, on va dire, potentiellement solide face à des monnaies comme le dollar et le yuan. Or, même cette attaque, cet anathème-là peut être invalidé. Et éventuellement, si on regarde l'évolution de la parité euro-dollar ces derniers mois, on a l'impression que l'euro commence à souffrir petit à petit d'une sorte de défaut de confiance comme monnaie de réserve, et qu'en réalité, je ne sais pas, on abordera peut-être la question du franc, mais ce qu'on pourrait peut-être répondre au projet, justement, au projet peur, c'est que de toute façon, l'euro lui-même est en train, semble-t-il, de devenir une monnaie qu'on commence à fuir. Mais de toute façon, pour l'argument de la monnaie de réserve, il faut regarder les faits. Si on prend la somme des devises nationales avant le passage à l'euro, en termes de monnaie de réserve dans les banques centrales du monde, ce pourcentage-là était supérieur à ce qu'est le pourcentage de réserve de l'euro maintenant. Donc le fait de dire que l'euro c'est une monnaie de puissance, les faits encore montrent l'inverse. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dans les fantasmes, il faut regarder les faits. Et non, l'euro n'est pas un outil de puissance, l'euro affaiblit les différents pays, et a fortiori les pays du Sud, comme la France, comme l'Italie, pour qui l'euro est une monnaie qui est surévaluée pour leur économie. Et ça ne sert à rien d'avoir une monnaie forte pour avoir une monnaie forte. Vous pouvez avoir une monnaie forte qui va complètement plomber votre économie. Une monnaie, normalement, c'est adapté à l'économie d'un pays. C'est pas fait pour qu'une monnaie soit faible. C'est comme si la France, je sais pas, c'était quelqu'un qui faisait du XS et on le faisait courir avec du XXL. Mais forcément, avec du XXL, il ne va pas être à l'aise pour courir. Une monnaie, ça va être adapté à une économie. Et en l'occurrence, l'euro est adapté pour une économie comme l'Allemagne, et il est même sous-évalué, ce que serait le mark, donc ce qui leur bénéficie beaucoup au niveau du commerce extérieur. Mais l'euro est surévalué pour la France, et donc ça plombe la France. Ça plombe la France d'une manière externe vis-à-vis de tous les pays qui sont pas en zone euro, et même vis-à-vis de l'interne, puisque vis-à-vis de l'interne, la France ne peut pas avoir la même parité que l'Allemagne. On le voit dans l'histoire, de 1970 à 1972, en 12 ans, on était passé de 1 Deutsche Mark égale 1,5 francs à 1 Deutsche Mark égale 3 francs. Donc c'est une dépréciation massive. Et c'est normal puisque ça représente les différences de compétitivité entre les deux pays. Donc si on voit qu'entre la France et l'Allemagne, il y avait une telle dépréciation du franc, se dire que jusqu'à la fin des temps, on va avoir un taux de 1 point entre la France et l'Allemagne, ou entre l'Allemagne et la Grèce, c'est de la folie furieuse. Et du coup, la déflation se fait avec les salaires. Je voulais souligner un point particulièrement important par rapport à ce que tu dis. Tu en parles très bien dans ton livre, d'autant plus dans le cas de la France qui, à l'origine, la politique de la France était basée sur une volonté d'exportation, mais surtout les produits français sont très élastiques au prix, c'est-à-dire très sensibles au prix par rapport à la production d'autres pays comme l'Allemagne par exemple. Donc la France est doublement pénalisée par l'euro. Oui. Juste pour bien expliquer ça, l'élasticité des prix, c'est la capacité d'un prix d'une économie à être sensible à son prix à l'export. Comme tu l'expliques dans ton livre, par exemple, les Allemands qui vendent des voitures de luxe, les gens qui veulent acheter des voitures de luxe ou acheter des voitures de luxe, ils sont moins sensibles à la variation de prix, alors qu'en France, on a des exports qui sont plus moyenne gamme, c'est ça ? Exactement, oui. Donc voilà.
Pour expliquer. Ok. Alors, je vous propose de passer, parce qu'on en a un petit peu parlé, à moins que tu aies des choses à rajouter, Nicolas. Parlons un peu du franc. On revient au franc. Quelle est notre politique monétaire? Est-ce qu'on se rapproche du dollar? Est-ce qu'on se rapproche d'autres choses? Est-ce qu'on dévalue par rapport à quoi? Est-ce que tu as des questions là-dessus? Pour moi, j'ai pas vraiment je crois que la base de l'analyse, c'est déjà et d'abord la question du franc. Avant de poser la question du franc, moi, je pense, je ne sais pas ce que tu en penseras, Charles-Henri, mais qu'il faut, je pense, attaquer l'euro, sur ses faiblesses et qui sont en réalité présentées comme des forces par les européistes. Et je pense qu'il faut faire d'abord le bilan de l'euro avant ensuite de pouvoir tirer éventuellement des stratégies pour le franc. Après, je ne sais pas quelle solution on peut échafauder. Non, mais pour ce qui est du franc, de toute façon, la politique monétaire, on n'a pas à s'arrimer à un éventuel euro rémanent ou au dollar. La réalité, ce qui va se passer, c'est qu'une monnaie, quand on est en système de change flottant, le franc le nouveau franc par rapport à la compétitivité de la France, il est probable, il y a plusieurs cabinets qui le montrent, type Bank of America, Natixis ou autre, le nouveau franc se déprécierait probablement d'environ 10% par rapport au cours pivot du dollar. Et évidemment, ça ne sera pas l'apocalypse. C'est-à-dire que l'euro s'est déprécié en 1 an et demi de 25%. Vous n'avez pas vu vos prix augmenter de 25% dans les supermarchés. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur un marché concurrentiel, donc c'est-à-dire que les distributeurs, pour garder justement leur part de marché, ont tendance à rogner sur leur marge si leurs importations sont plus chères. Et aussi parce que tout ce que vous consommez n'est pas produit à l'étranger, fort heureusement. Il y a à peu près 30% d'importation dans le PIB français, et donc la dépréciation s'appliquerait au maximum sur ces 30%-là, et pas sur l'intégralité. Donc l'argument qui consiste à dire si vous dépréciez votre devise de 25%, les prix augmenteront de 25%, c'est complètement faux, et c'est montré par les faits, puisque quand l'euro s'est déprécié de 25%, les prix n'ont pas augmenté de 25%. Il n'y a jamais une augmentation des prix de l'ordre d'une dépréciation, ça ne s'est jamais vu nulle part quand vous observez les différentes histoires des dépréciations ou des dévaluations dans l'économie mondiale. Okay. Là-dessus. Ouais, bon, après, il y a un aspect aussi, bon, je ne vois pas d'impasse à ce niveau-là, il y a des solutions à trouver, mais il faut aussi garantir, qu'on est, si on revient à une monnaie nationale, la question, on va dire, de la balance des capitaux de la nation, donc du financement de la nation et de l'endettement vont être aussi liés aux questions de la monnaie nationale. Donc il faut qu'on ait une monnaie qui puisse se déprécier avec l'échange flottant, mais qui ne se déprécie pas, qu'on ait éventuellement certaines stratégies ou certaines garanties peut-être, voir si elles sont nécessaires, mais pour éviter qu'elles se déprécient trop après dans le temps, pour éviter que ça nuise aussi, que ça engendre éventuellement un endettement trop important, une perte de confiance, si je puis dire, potentielle dans la valeur France, et qui là, par contre, entraînerait un peu un effet de massue par le biais du financement, par le biais de la balance des capitaux. C'est un danger, ça, selon toi, du coup? Pas à court terme, non. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on s'assure d'avoir des stratégies. Je pense que la France a plein de possibilités, mais pour avoir des stratégies, pour malgré tout assurer la maîtrise du cours de sa monnaie, un franc qui se dévalue un petit peu, mais qui reste quand même dans un... Bon. Après, c'est le rôle de la Banque de France. Il faut savoir que comme l'UBR prône le rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux, c'est bien plus simple de contrôler la parité de sa monnaie quand vous êtes dans un système de contrôle des mouvements de capitaux, puisque ça limite grandement la spéculation qu'il peut y avoir vis-à-vis de votre devise. Donc il y a ça, il y a tout un tas de mécanismes de type mécanisme des effets de plancher qui obligent par exemple les banques commerciales, qui même pas françaises, mais les banques commerciales qui opèrent sur le territoire français, par exemple pour éviter un emballement des taux d'intérêt, les obliger à acheter une partie des obligations d'État. Ça s'est fait dans les années 80, c'est un mécanisme qui existait encore, et il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire. Donc il n'y a pas du tout lieu, parce que ça c'est une des peurs qu'on vous dit aussi, de dire que le taux d'intérêt exploserait. C'est absolument faux. Déjà, vous êtes dans un monde avec un excès de liquidité, avec les quantitative easing, et vous avez nulle part de banques centrales qui émettent de l'argent aujourd'hui quasiment gratuitement. Si vous prenez des pays comparables à la France, peut-être l'Australie, le Canada ou autre, vous n'avez pas du tout des taux d'intérêt qui sont prohibitifs. Le Canada a une balance des paiements qui est déficitaire, et pourtant leurs taux d'intérêt sont relativement bas. Donc ceux qui veulent vous faire croire qu'avec le nouveau franc les taux d'intérêt augmenteront, c'est absolument faux, puisqu'il y a des pays comparables qui montrent que ce n'est pas le cas du tout. Et en plus, ces pays-là pourtant n'ont pas le contrôle des mouvements de capitaux. Donc c'est encore un argument de la peur, mais qui ne résiste pas aux faits. Tout
tes mots pour toi. Un argument de la peur à laquelle il fallait répondre, et c'est la bonne réponse. Très bien. Sur l'aspect monétaire, toujours, est-ce que tu... c'est bon? Non, bon, toi? Très bien. Alors moi, je propose qu'on attaque encore quelque chose d'un peu politique en guise de conclusion. C'est le fameux article 50. Alors, on sait que... Alors là, on va parler aux convaincus. On sait que dans le camp du Frexit, qui, en France en tout cas, n'est pas un camp qui est un immense camp malheureusement pour l'instant, mais il y a des batailles. Est-ce qu'on doit utiliser l'article 50? Est-ce qu'on doit être un peu plus ferme? Ou au contraire, est-ce qu'on doit essayer de changer l'Europe, etc. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est la Grande-Bretagne a utilisé l'article 50. Et il s'en est suivi un blocage institutionnel assez remarquable qui fait qu'au lieu d'avoir ces 2 ans de négociation, on a eu quasiment 4 ans avec, on l'a vu, des blocages incessants au Parlement dans l'espoir que simplement on fasse changer d'avis ou qu'on annule le Brexit d'une manière ou d'une autre. Donc moi, ma question, elle va être la suivante. Est-ce que cet article 50, c'est pas 2 ans où un pays est pieds et poings liés en attendant que tout le monde fasse regretter aux gens qui ont voté, histoire de revenir en arrière? Alors déjà, moi je tiens à préciser que le plus important avant tout, pour moi, c'est qu'une histoire de rhétorique et les arguments contre l'article 50 sont de mauvaise foi et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour moi, c'est une question quelque part de rhétorique. Le plus important, c'est déjà que la population française soit en faveur du Frexit. Et le plus important, c'est le Frexit. Si on en revient à l'article 50, la notion de piège, pour moi, c'est souvent des personnes qui sont de mauvaise foi et finalement qui n'ont même pas étudié un plan de sortie eux-mêmes. Parce que l'idée de dire on n'utilise pas l'article 50 parce que c'est un piège, c'est faux, parce que l'article 50 en soi, il n'y a pas un cadre de négociation qui est défini. Les seuls éléments qui sont définis dans l'article 50, c'est de dire que ça sera 2 ans maximum de négociation. Mais au contraire, pourquoi c'est des gens qui n'ont pas envisagé la sortie? Parce que utiliser l'article 50 et la période de négociation, c'est une force. Et l'exemple britannique le montre, pas parce que ça a duré 3 ans et demi, au contraire. Le problème des Britanniques, c'est que c'était Theresa May qui a négocié. Il y avait toute une partie du Parlement qui était contre le Brexit, donc ils ont voulu annuler le Brexit. Problème qui ne se poserait pas en France parce qu'un président de la République qui est élu en France sur le problème du Frexit, il a une majorité absolue et le président de la République a dans les institutions françaises tout un tas de mécanismes qui a beaucoup plus de pouvoir que le Premier ministre britannique et qui peut faire passer son Frexit. Il ne pourrait pas y avoir de blocage. Il ne pourrait pas y avoir de blocage. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un piège? En fait, est-ce que ces 2 ans de négociation sont un piège? Moi, je dis qu'au contraire, c'est un atout parce que ceux qui vous disent qu'on dénonce les traités et qu'on sort du jour au lendemain, c'est complètement absurde parce que vous pouvez pas là pour le coup vous mettez l'économie dans le chaos parce qu'on ne sort pas du jour au lendemain. Même les Britanniques n'ont jamais voulu sortir du jour au lendemain parce qu'au contraire, la période de négociation vous permet de vous préparer à une sortie sans accord parce qu'on ne sort pas sans accord du jour au lendemain. Et au contraire, c'est une force parce que nous, l'idée, ça n'a jamais été de dire qu'on sortira au bout de 2 ans, mais vous pouvez, pendant cette période de négociation, vous êtes toujours dans les règles, vous pouvez rétablir le contrôle du mouvement de capitaux, sortir de l'euro comme on le propose parce que nous, on a dit qu'on reprendrait l'essentiel. Mais il y a tout un tas de choses à régler. Quand vous quittez l'Union européenne, vous ne pouvez pas au niveau d'accords de libre-échange ou autre dire on sort du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas, tous les fonctionnaires français qui sont au Parlement européen, les députés, vous ne pouvez pas dire je sors du jour au lendemain. C'est comme un divorce, vous avez plein de choses à régler. Ouais. Mais plus on avance, plus on est prêt. Mais l'avantage, exactement. Mais pourquoi Boris Johnson a pu être beaucoup plus ferme? C'est parce que son gouvernement ça a été préparé depuis 6 mois une sortie sans accord. Donc quand Boris Johnson a été élu, il a dit nous écoutez, on se prépare une sortie sans accord, on sera prêt à une sortie sans accord parce qu'il ne l'était même pas. Donc de dire qu'on sortira du jour au lendemain en claquant des doigts, c'est complètement irréaliste. En fait, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment étudié comment sortir de l'Union européenne qui disent ça. Donc en fait, vous pouvez vous préparer justement à cette sortie sans accord et vous avez un levier de négociation qui est énorme parce que vous dites regardez, nous on se prépare une sortie sans accord et vous pouvez obtenir grâce à ça un bon accord ou sinon vous pouvez sortir sans accord. Et si on vous met des bâtons dans les roues, vous pouvez très bien dire, même avant les 2 ans, à partir du moment où vous estimez que vous êtes prêt à votre sortie sans accord, là vous sortez si vous voulez en dénonçant les traités. Mais dire je suis élu et je sors du jour au lendemain comme ça, c'est complètement irréaliste. Et là pour le coup vous mettriez l'économie dans le chaos. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui critiquent l'article 50, c'est des gens la plupart du temps qui sont de mauvaise foi parce que de dire soi-disant je suis plus souverainiste, je sors du jour au lendemain, c'est complètement irréaliste. En fait ils n'ont jamais vraiment étudié sérieusement comment sortir de l'Union européenne ces gens-là. D'accord. Parce que moi, je me rappelle que pendant ces quelques années de Brexit, souvent, il y avait des rapports qui sortaient du cabinet du Premier ministre ou du gouvernement qui disaient « Regardez, ce rapport prévoit telle catastrophe, telle catastrophe ». C'était en fait des rapports qui disaient « Voilà, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça se passe mal ?»
Et ça a été leur force, Oui, finalement, mais de c'était le prévoir. fameux rapport Yellowhammer, c'était de dire c'était le scénario du pire. Ça ne veut pas dire que ça allait se passer comme ça, mais l'idée pourquoi Boris Johnson a pu négocier, lui il est sorti au bout de 6 mois, Boris Johnson. Oui. Pourquoi il a pu faire ça? C'est parce que son cabinet avait travaillé pendant 6 mois une sortie sans accord et qu'il avait des arguments fermes pour sortir sans accord. D'ailleurs, rappelez-vous, tous les négociateurs européens avaient dit de l'accord de Theresa May à la virgule près, on n'y touchera pas, c'est intangible. Et à partir du moment où Boris Johnson est arrivé, qu'ils avaient vraiment préparé une sortie sans accord, tous les contreparties au niveau de l'Union européenne ont pris peur et ont accepté de renégocier l'accord. Et d'ailleurs, je vous prends le pari que c'est exactement ce qui va se passer là pendant la période de transition qui sera finie le 31 décembre 2020. Ils vont faire la même chose, ils vont dire regardez, on est prêt à une sortie sans accord, ils vont avancer comme ça et les partenaires de l'Union européenne vont céder au dernier moment par la peur d'une sortie sans accord. Et c'est justement grâce à cette période de négociation où ils ont pu se préparer une sortie sans accord. Parce que c'est pas en gagnant le référendum, ils n'étaient pas prêts du jour au lendemain une sortie sans accord. D'accord. T'as quelque chose à rajouter là-dessus, Nicolas? Non? Eh ben, on va finir par une petite question, puisque du coup, comme tu le soulignes, il reste encore un an de négociations économiques. Est-ce qu'il peut encore y avoir des bâtons dans les roues de la Grande-Bretagne? Je pense notamment aux indépendantismes écossais, irlandais qui commencent à s'agiter ça et là. Est-ce qu'il peut encore y avoir des dangers à ce niveau-là? J'y crois pas du tout. Déjà, il y a eu un référendum en 2014, je crois. Il y a eu l'Écosse avait voté 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Et pour le coup, que ce soit l'Irlande du Nord ou l'Écosse, sont des nations du Royaume-Uni qui sont très dépendantes du marché britannique et même au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de leur budget. Et donc, même s'il peut y avoir des velléités historiques qui existent, si jamais il y avait un vote, je pense que le peuple écossais ou le peuple nord-irlandais voterait encore pour rester dans le Royaume-Uni. Et surtout, de toute façon, pour qu'il y ait un vote, il faut qu'il y ait un référendum. Et Boris Johnson a été clair. Il y a eu un référendum il y a peu de temps. C'est quelque chose, ça se fait tous les peut-être 20 ou 30 ans s'il y en a un. Ils ne vont pas faire un référendum du jour au lendemain. Donc ce référendum n'aura pas lieu là. Et surtout, le peuple écossais et le peuple nord-irlandais va se rendre compte, une fois que le Brexit aura eu lieu, que le Royaume-Uni, finalement, s'en sort très bien et s'en sort mieux que le reste de l'Union européenne. Et donc, pour eux, au contraire, ça va casser toute velléité d'indépendance grâce, justement, au renouveau et à la prospérité nouvelle du Royaume-Uni. C'est pas au moment en tout cas, d'un doute ou d'une instabilité qu'il convient d'aller demander aux gens leur avis. Mais Boris Johnson était clair, il a déjà dit, de toute façon, ça dépend que de lui, il a déjà dit, il n'y aura pas de nouveau référendum. Oui, il a dit d'ailleurs, j'aimerais ne pas vous faire mentir en parlant à la responsable écossaise, je crois. Du SNP, oui. Ouais, vous avez dit que vous avez promis que ce serait une seule fois par génération, je n'aimerais pas vous faire mentir. C'est bien, il a de l'égard. Très bien, eh bien concluons sur le Brexit. Je te laisse d'abord conclure. Que penses-tu de tout ça, du coup? Petite conclusion très rapide. Je pense que le Brexit a ses spécificités par rapport à ce que serait un Frexit, mais à mesure que les arguments des européistes s'accumulent contre un Frexit, les faits permettent de plus en plus de démonter ces arguments. Et effectivement, un Frexit, ça se prépare, mais en reprenant pleinement notre souveraineté, nous aurons effectivement, outre une monnaie adaptée, les possibilités et les moyens d'assurer aussi une certaine stabilité de notre balance des capitaux. Donc à partir de là, on peut avoir un pays qui fonctionne. Très bien. Charles Gallo là-dessus pour finir. Non, tout simplement dire le Brexit, c'est un formidable plaidoyer pour le Frexit. C'est des possibilités immenses. Quand on disait à l'UPR, il y a de ça plusieurs années, qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on nous disait c'est pas possible. Quand le Royaume-Uni a voté pour sortir, on nous a dit regardez, le Royaume-Uni ne peut pas sortir, la preuve ils ne sortent pas. Là ils sont sortis et on va voir que ça se passe très bien. Donc ça va être justement un exemple formidable pour les autres peuples d'Europe. Et moi je ne peux que féliciter nos amis britanniques, les remercier et leur dire que nous arrivons bientôt. Super. Merci beaucoup. Donc ce débat sur le Brexit touche à sa fin. Merci Charles-Henri Gallois. Merci à vous. Merci Nicolas aussi. À la technique aujourd'hui, Fabrice, vous les voyez pas, ils sont derrière la caméra. Quentin et Étienne, merci à eux. Merci à Nicolas pour la préparation de l'émission. Merci à tous les autres personnes aussi, Arnaud et Martine. Voilà. Ils ont été très studieux en tout cas. Voilà, on a une grosse équipe aujourd'hui. Je tiens à les remercier énormément. Merci à vous, à très vite.